Bienvenue à tous et à toutes à ce webinaire en français. Donc, c'est la première fois qu'on fait un webinaire en français, donc c'est une nouveauté, mais c'est très agréable de reparler sa langue maternelle. Merci à tous pour votre présence ce vendredi soir. On a le plaisir et l'honneur d'avoir invité le professeur Gatinel qui nous parlera ce soir du FineVision, des caractéristiques technologiques et indications de la première lentille intraoculaire trifocale, le FineVision, que nous avons lancé il y a déjà 10 ans. Et ensuite, on aura l'honneur aussi d'écouter le professeur Raphaël Bilbao sur les principes optiques et premiers résultats cliniques d'une nouvelle lentille intraoculaire monofocale premium qui s'appelle Isopure, que nous avons lancé il y a maintenant un peu moins d'un an. Donc, je me présente, je suis Sébastien Franzen, je suis responsable marketing pour BVI, naturellement dédié aux implants intraoculaires. Alors, je vais me permettre de faire une petite introduction avant ces deux premiers sujets. Concernant, juste pour vous montrer que le FineVision, ce n'est pas tout nouveau, mais c'est un implant qui a déjà 10 ans. Donc et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a déjà, je veux dire, un background de 10 ans de résultats cliniques prouvant son efficacité. Donc, on célèbre cette année ces 10 ans, puisqu'on a lancé le FineVision maintenant en 2010. Alors, le but du FineVision, comme vous pouvez le voir, c'était d'avoir ce geste du patient qui recevait cette nouvelle technologie trifocale qui leur permettait justement de voir à toutes les distances, que ce soit de près, intermédiaire et de loin, et justement de se libérer de leurs lunettes. Alors, au niveau du portfolio, actuellement, chez Physiol, BVI, nous avons une famille FineVision trifocale. Vous pouvez voir à gauche, on a lancé le Micro F en 2010, qui était le premier trifocal sur le marché, qui, vous voyez, avait une plateforme en anse fermée quadripode. Ensuite, nous avons lancé le PodF et le PodFT pour la simple et bonne raison que naturellement, il était primordial de corriger l'astigmatisme du patient tout en lui rendant une vision, une acuité visuelle à toutes les distances. C'est pour ça que cette nouvelle plateforme que l'on appelle WC-Loop est arrivée sur le marché à partir de 2013, qui permet justement d'atteindre une parfaite stabilité rotationnelle de l'implant dans le sac capsulaire. Ensuite, nous avons lancé le FineVision HP, qui est un peu le petit frère du PodFT, si ce n'est qu'il est en matériau hydrophobe. Le matériau hydrophobe que nous avons lancé il y a aussi maintenant 10 ans, qui est un matériau qui est patenté par Physiol et qui est un matériau sans glistening. Et ensuite, le dernier arrivé, le FineVision Triomphe, qui est un FineVision avec la même technologie, la même addition. Ça, je pense que le professeur Gatinel va bien vous l'expliquer. Mais nous avons voulu changer les énergies, c'est-à-dire que c'est un implant qui permet de donner une énergie supplémentaire à la vision intermédiaire par rapport à la vision de près et qui permet également une correction des aberrations chromatiques. Alors, depuis 10 ans, on est très content puisque on a vraiment un wow effect qui a été prouvé maintenant par plus de 60 études cliniques et publications. Donc, ce qui fait vraiment ce qui rend vraiment le FineVision très sécuritaire, très safe pour le patient. Donc, on est assez fiers de ces 60 publications sur le FineVision. Et si vous le souhaitez, naturellement, nous avons une bibliographie qui reprend ces publications que nous sommes très naturellement à partager. Alors, j'aimerais bien revenir sur une publication, et justement, c'est celle de Rafa Bilbao, qui montre l'efficacité de la technologie, montrant sur à peu près plus de 5800 patients l'indépendance aux lunettes, qu'elles soient de loin. Donc, on arrive à 99%
d'indépendance aux lunettes à 99% pardon, sur la distance de loin. On arrive à 98% sur l'intermédiaire au niveau spectacle independence et 95% en vision de près, ce qui est relativement, relativement un wow effect pour le patient. Alors, il est vrai que tous les patients atteints de la cataracte ne sont pas tous des candidats à la technologie diffractive. Mais bon, voilà, donc, mais certains patients souhaitent néanmoins bénéficier d'une plage de vision élargie et un besoin en lunettes réduit. C'est pour ça que nous avons on a créé une nouvelle offre qui peut être un second choix pour ces patients. Et c'était primordial d'avoir une nouvelle offre pour ces patients qui normalement devaient recevoir un monofocal, qui voudraient justement recevoir une vision également fonctionnelle intermédiaire. Et donc, nous avons lancé il y a un peu moins d'un an maintenant l'Isopure, qui est une lentille sans compromis étendue et simplifiée. Et elle permet justement d'atteindre une vision intermédiaire fonctionnelle dans toutes les conditions, sans compromettre la qualité de vision, avec la simplicité d'une lentille intraoculaire monofocale. Et c'est ce que Dr Bilbao va nous présenter aujourd'hui. Voilà, mon introduction est terminée. Je donne la parole au professeur Damien Gatinel. Merci. Merci beaucoup, Sébastien. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Je vais partager l'écran pour donc reprendre la parole et puis vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue. Je suis ravi d'être parmi vous et je vous remercie d'être là aussi. Je remercie Physiol pour m'avoir sollicité pour vous présenter un petit peu la technologie du Fine Vision. Et ça me fait plaisir parce que ça fait d'abord un petit moment que je ne l'ai pas fait. Comme vous savez, en ce moment, on fait beaucoup moins de congrès, en tout cas des congrès comme avant. On en fait pas mal en ligne, mais l'implant dont on va parler maintenant, c'est quelque chose qui m'a beaucoup occupé au cours des dernières années. Donc, je suis ravi de partager peut-être avec un nouveau public qui ne connaît pas bien les spécificités de l'implant, ses caractéristiques et en quoi, en fait, il est aujourd'hui un peu, malgré tout, la référence en trifocalité, même si sur le marché dans lequel vous travaillez, c'est peut-être pas une lentille qui était disponible jusqu'à présent. Donc, je suis consultant chez Physiol depuis un petit moment et j'ai un intérêt sur le brevet de la lentille. Et in less than a decade, trifocality has become. Pardon. Et donc, ce que je voulais vous dire, voilà, c'est que je vais essayer de juste couper le son. En regardant donc au niveau de l'ESCRS les statistiques, vous savez, qu'on fait chaque année au niveau des chirurgiens qui participent au congrès et qui sont inscrits donc membres de l'ESCRS, on demande quelle est la lentille premium qu'ils préfèrent et vous voyez déjà il y a maintenant quelques années, donc il y a 4 ans, les trifocaux avaient déjà dépassé les bifocaux. Les EDOF étaient encore des implants qui occupaient moins d'un sixième du marché. 1 an plus tard, la part des trifocaux s'était renforcée, avec aussi une poussée des EDOF et puis une réduction progressive des implants bifocaux. Et en 2018, à nouveau, la tendance est que maintenant, vous voyez, la part toujours des implants trifocaux ici en turquoise continue d'augmenter. Celle des EDOF se stabilise et est devenue à peu près équivalente à celle des bifocaux. La technologie qu'on va présenter, elle concerne pour, je crois, les modèles que vous allez pouvoir utiliser, celle des implants POD-F et POD-FT. Alors, la manière d'appréhender la multifocalité, et c'est aussi une vertu de Physiol d'avoir permis de mieux comprendre comment étaient ces implants. Et l'implant Physiol, c'est vraiment l'implant qui explique sa façon de procéder au partage lumineux. Et comme j'ai essayé de vous l'expliquer, vous allez voir que c'est finalement assez simple. C'est une lentille donc, qui, contrairement aux lentilles monofocales et aux lentilles toriques que vous voyez ici, a la possibilité de générer plusieurs foyers. Ici, c'est un foyer d'implant multifocal et vous voyez que quand on s'éloigne du foyer de l'implant, on a des foyers qui sont de plus en plus larges et de moins en moins contrastés. Et on comprend que c'est des plans où l'image
formée par la lentille ne sera pas très bonne. Un implant torique, évidemment, sans la cornée torique, génère une belle conoïde de Sturm, avec, vous voyez, les ellipses, etc. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de se demander ce qui se passe après un implant multifocal. Est-ce qu'on peut vraiment compter les foyers? Alors, on avait fait, il y a quelques années, avec un labo, la flèche est un peu décalée ici, une étude où on voyait en direct avec une caméra ce qui se passait après un implant diffractif. Alors ça, c'est un implant diffractif bifocal de première génération. Je suis désolé pour le décalage des flèches, mais vous voyez ici qu'il y a un foyer ici qui est plutôt le foyer de près, un foyer de loin. Et puis, on comprend aussi pourquoi on parle parfois de halo et de perturbation visuelle. C'est en raison de la lumière qui est diffractée et qui est défocalisée. Et c'est aussi un des mérites de l'implant Physiol d'avoir fait tout ce qui était possible pour limiter au maximum ces perturbations visuelles. Alors ça, c'est, vous voyez, avec un Restore, je crois, ou un Technis à l'époque. C'était bien sûr avec une caméra dont on a augmenté beaucoup le gain, mais c'était juste pour comprendre un peu comment fonctionnait la génération, la genèse des foyers, avec, vous voyez, des anneaux un peu multiples autour, qui sont la lumière défocalisée du foyer de près. Et là, la foyer de près qui avançait. Donc ça, c'est des petites images intéressantes et on pouvait les faire avec des implants monofocaux, des implants réfractifs, comme le Rezoom, qui est beaucoup moins utilisé aujourd'hui, et un implant Restore, un implant Technis. Pourquoi je vous montre cette image? C'est surtout pour vous expliquer que on avait parfois, avec les implants réfractifs ou diffractifs, une bonne image de près, c'est-à-dire un foyer lumineux, même si ce foyer était un petit peu parfois entouré d'un halo, et évidemment un foyer de loin, dont on pouvait voir d'ailleurs qu'en fonction des implants, il n'y avait pas forcément la même qualité d'image, avec une bonne image au niveau du Restore, et cette image qui était plus compacte avec moins de halo était probablement liée au fait que c'était un implant apodisé, et on verra ce qu'apporte l'apodisation après. Mais il n'y avait pas vraiment de foyer net en intermédiaire, parce que l'intermédiaire, c'est le mélange entre le foyer de loin et le foyer de près, et ça ne permettait pas aux patients d'être à l'aise à cette distance. Et pourquoi c'est important d'être à l'aise avec cette distance? C'est parce qu'en lecture, la distance peut varier, mais on est en général toujours autour de 30-45 cm, un peu plus près avec les portables parce que c'est petit, un peu plus loin que les livres, mais ça, c'est vraiment la vision de près. La vision intermédiaire, jusqu'à les années 2005, c'était beaucoup, bien sûr, les partitions de piano quand on joue de la musique ou d'un autre instrument comme n'importe où il y a un chevalet qui est en général situé à une distance de 70, 80 cm. Les tableaux de bord qui sont pareils à 70 cm. Et ce qui a changé le marché, si vous voulez, de la multifocalité un petit peu, c'est l'essor de la vision intermédiaire, puisque depuis les années, fin des années 2000, à partir du moment où les gens ont été équipés d'ordinateurs portables et d'ordinateurs au bureau et chez eux, ils ont commencé, vous voyez, à utiliser une distance de vision qui est plutôt la distance de vision intermédiaire. Donc, ce qui s'est passé, c'est que l'essor de la vision intermédiaire, avec le lancement des tablettes, notamment d'ailleurs en 2010, l'année où le premier implant trifocal, qui était donc l'implant Fine Vision, est sorti, a rendu les gens vraiment demandeurs d'une vision nette à 60-70 cm. Et quand j'opérais des patients à l'époque avec le Restore notamment, ils revenaient me voir en consultation en se plaignant de la vision intermédiaire, en disant voilà, soit je me recule, soit je m'avance, c'est pénible, faites-moi des lunettes pour la vision intermédiaire. Et quand vous équipez un patient d'un implant multifocal, c'est un peu regrettable d'avoir à lui fournir une paire de lunettes, même si c'est que pour la vision intermédiaire, parce que la vision intermédiaire, il y passe toute sa journée finalement. Bon. En fait, les choses avaient changé. Et c'était ce qui a initié donc à la fin des années 2000 le projet de développer une lentille innovante qui permettrait aux patients de bien sûr lire. Bien sûr, c'était l'objet de voir aussi en intermédiaire, mais pas de sacrifier la vision de loin, ce qui était le challenge. Et pour réussir ce challenge, donc Physiol s'est rapproché aussi du Centre spatial de Liège, qui est une structure scientifique très connue où en astronomie, le travail est remarquable avec des ingénieurs vraiment pointus qui ont aidé à faire des simulations pour satisfaire ce cahier des charges. Et le brevet a été publié donc en 2010 et on va expliquer un peu comment ça fonctionne, mais vous allez voir, c'est un brevet vraiment qui est facile à comprendre si on connaît quelques règles de base en diffraction. Et c'est la première présentation ici à droite que j'ai faite le 5 septembre 2010, donc il y a vraiment 10 ans à l'ESCRS. L'implant venait d'être lancé au mois de mars et on avait déjà donc la possibilité de présenter les concepts, je crois que c'est à l'ESCRS voilà, de cette année-là.
Donc, l'implant Fine Vision que vous allez utiliser a ce design optique, mais il n'a pas exactement le même design des haptiques. Et ça, donc, vous voyez, c'est le brevet. C'est Christophe Pagnol, qui est le co-inventeur avec lequel j'ai collaboré, qui est le directeur de la recherche et développement de chez Physiol. Vous voyez ici en pleine action à l'époque, on faisait des dessins de l'implant. Ça, c'est moi au Centre spatial de Liège, où on travaillait avec le télescope Planck, maintenant qui est en orbite et qui envoie des images des premières lumières de l'univers. Et le brevet est le premier article en 2011 qui décrit la lentille et qui est, je crois, l'article le plus cité maintenant dans le JCRS de ces 10 dernières années, ou peut-être dans le top 3 des articles les plus cités sur ce journal. Voilà, et l'implant, clin d'œil de l'histoire, a été lancé donc à la même semaine pratiquement que l'iPad aux États-Unis en mars 2010. Depuis, il y a eu d'autres modèles que vous connaissez peut-être, comme l'implant Zeiss, qui est un implant un peu différent, qui est un trifocal également, mais qui repose sur des concepts bien sûr similaires probablement, mais avec quelques différences notables. Et puis, l'implant est sorti en torique, et je vous en parlerai aussi, puisque je crois que vous allez l'avoir bien sûr à votre disposition. Et c'est un implant trifocal, mais qui en plus permet de corriger l'astigmatisme cornéen des patients. C'est un implant hydrophile également que vous pouvez avoir en matériaux comme c'est expliqué ici, avec la diffraction à l'avant et le motif torique à l'arrière, avec bien sûr des marques pour bien aligner l'implant et un calculateur torique en ligne. Alors, pour expliquer donc la genèse des implants trifocaux, je vous invite, si vous avez le temps, à regarder 2 vidéos que j'avais postées sur YouTube aussi il y a quelques années, qui expliquent et reprennent les concepts de manière un peu pédagogique pour pouvoir situer justement la différence entre un implant trifocal, un implant bifocal, un implant EDOF diffractif, un implant trifocal type Panoptix, un implant trifocal type Zeiss, etc. Et tout, en fait, découle bien sûr de la structure des lentilles et du schéma optique. Donc, un implant multifocal en général, c'est toujours un implant monofocal avec une structure diffractive. Et c'est dans la manière dont on va régler la hauteur et la largeur des marches que l'on va avoir un effet à la fois d'addition et à la fois de pourcentage de distribution de la lumière entre un foyer et un autre. Donc, on peut faire un implant, par exemple, qui est bifocal 50-50, c'est-à-dire qui envoie la moitié de la lumière vers le loin, la moitié vers le près. Mais on peut aussi favoriser le loin, favoriser le près, ou alors avoir des petites astuces pour favoriser le près dans certaines circonstances et favoriser le loin dans d'autres circonstances. Donc ça, c'est la base et c'est très simple. Et en général, l'optique donne la vision de loin et l'addition est réglée, encore une fois, uniquement par le motif diffractif, en tout cas pour les implants dont je vais parler. Donc la lentille monofocale, elle peut être aussi torique et on aura de ce fait un implant torique multifocal. Alors l'implant diffractif, ça s'appelle un kinoforme, mais on peut oublier ce mot. Et on peut juste regarder sa structure, qui est en général celle de marche, ça ne vous apprend rien. Et il y a 2 paramètres, bien sûr. Pour une marche, il y a la largeur et la hauteur. Alors, la largeur, c'est vraiment ce qui gouverne l'addition. Il ne faut pas imaginer qu'une marche, c'est pour le loin, une marche, c'est pour le près. Ça ne marche pas comme ça, vraiment. En fait, à chaque fois que la lumière arrive sur une marche, elle est partagée en 2 foyers. Et la manière dont les photons vont se disperser, en gros, elle est très liée à la largeur des marches pour ce qui est, en tout cas, de la distance des foyers. Pour ce qui est du pourcentage de lumière qui va être diffractée vers les différents foyers, c'est-à-dire comment on règle un petit peu le loin et le près, ça c'est la hauteur des marches. Donc encore une fois, la largeur c'est l'addition. Un implant qui donne une addition de 2,50 n'aura pas la même largeur qu'un implant qui a une addition de 3,50. Et la hauteur va varier en fonction de la distribution, si vous voulez privilégier le loin ou le près. En général, plus les marches sont hautes, plus on favorise le près. Plus les marches sont petites, moins il y a de diffraction, donc c'est logique, plus il y a de vision de loin. Alors, comment a été conçu le trifocal? À l'époque, il y avait, je me souviens bien, donc on travaillait sur comment faire un implant à 3 foyers. Il y avait plusieurs, bien sûr, solutions technologiques. On les a beaucoup testées. Et on a retenu celle qui était la plus efficace à l'époque dans nos essais, qui était celle en fait qui pouvait s'expliquer comme ça, plutôt que de faire un implant bifocal loin, près, ou alors un implant bifocal, comme vous le voyez en bas de l'image, loin, intermédiaire, parce que c'est tout à fait possible. Et vous voyez que la seule différence, c'est qu'on a augmenté la largeur des marches. Plus les marches sont larges, moins il y a d'addition. Plus les marches sont serrées, plus il y a d'addition. Donc plus il y a de marches, en gros, plus l'addition est forte en général, c'est-à-dire plutôt 3,50 ou 4 dioptries que 2 dioptries. Moins il y a de marches, moins il y a d'addition. Donc la vision intermédiaire, qui est une addition générale autour de 1,75, elle demande moins de marches.
Et ce qui est joli, c'est que dans les calculs, en fait, il y a une règle qui dit qu'il y a une proportionnalité entre l'addition et les marges. Donc, entre 1,75 et 3,50, il y a 2 fois plus de marge pour faire une addition de 3,50, puisque les marges sont 2 fois plus étroites. Ce qui fait qu'en fait, si vous choisissez une addition de 3,50 pour faire un premier implant bifocal, loin près, vous aurez ce schéma-là. Si vous dites je vais faire un implant bifocal loin intermédiaire, mais je dis non au foyer de près, je vais avoir ce schéma. Et comment faire un implant trifocal? Il suffit de mélanger ces deux réseaux, comme ça, et vous allez avoir quelque chose qui ressemble très grossièrement à ce que j'ai mis sur l'image, mais un réseau où il n'y aura finalement pas beaucoup plus de marches parce qu'il y a une marche sur deux qui tombe juste, et vous allez avoir en revanche des marches dont la hauteur diffère entre celle qui était au départ sur le foyer intermédiaire et celle qui est au départ sur le foyer de loin. Et vous allez avoir un motif original qui n'avait jamais été conçu avant, avec donc des marches dont la hauteur varie un petit peu, comme vous voyez sur le schéma en dessous. Bien sûr, à l'œil nu ou quand on sort l'implant de la boîte, on ne le voit pas, sauf si on est vraiment doué d'une vision très perçante, on peut deviner qu'il y a des marches un peu de différentes hauteurs. Donc, l'implant trifocal physiol, c'est un implant qui est la combinaison de deux réseaux. Vous les voyez ici, ça c'est les images du brevet. Donc, un réseau loin, un réseau intermédiaire, loin près, intermédiaire près, donc addition 350, addition 75. On combine les deux et on peut avoir ce petit schéma ici qui est celui qui est repris sur la lentille. Là, si vous avez suivi ce que je vous ai dit, vous devez vous poser une question, c'est OK, la largeur des marges, c'est l'addition, mais on m'avait dit que la hauteur, c'était la distribution entre le loin, le près, l'intermédiaire. Or, et ça s'appelle l'apodisation, la hauteur des marches a volontairement été réduite sur toute l'optique, du centre ici de l'optique, vers les bords de l'optique, pour réduire, quand la pupille se dilate, le pourcentage de lumière dédié aux visions intermédiaires et près pour favoriser la vision de loin. Et ça, c'était quelque chose qui était sur les études théoriques et sur les bancs optiques assez intéressant parce que, évidemment, quand on a un implant multifocal, on veut que les patients soient capables de lire sans lunettes et pour le trifocal, voir sur écran sans lunettes, mais on ne veut pas qu'ils nous disent de loin, je ne vois pas bien, dès qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, je ne vois rien, etc. Donc, l'idée ici, l'apodisation, qui était déjà mise en œuvre sur l'implant Restore, hein, c'était, mais que sur une partie de l'optique, là, c'était sur toute l'optique d'apodiser pour avoir, grâce au jeu, encore une fois, pupillaire, la plupart des patients sont pupillodépendants, hein, tous les patients que j'opère pratiquement ont des pupilles qui se dilatent dans la pénombre et qui se contractent dans la lumière. Donc, quand il y a beaucoup de lumière, on peut se permettre d'avoir une petite pupille. Il y a tellement de lumière que les 3 foyers sont alimentés. Par contre, quand il y a moins de lumière, en général, on n'est pas dans des conditions de lecture, on est dans des conditions où on conduit la nuit éventuellement, ou alors on est dans des milieux pas trop éclairés, des boutiques, où on regarde des choses qui sont un peu plus loin. Et là, on a besoin plutôt d'avoir une vision de loin qui est favorisée. Donc, la distribution énergétique, et voilà, et ça, c'est je vous montre après les effets de l'apodisation. Et troisième chose, plutôt que de faire des marches très abruptes, c'est toujours préférable quand on fait un implant de les lisser légèrement, parce qu'à chaque fois que vous avez un rebord comme ça, très abrupt, vous avez de la diffraction, qui n'est pas du tout de la diffraction qu'on souhaite, mais c'est une petite dispersion de la lumière à chaque fois. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut limiter en lissant les marches, et ça s'appelle la convolution. Donc, l'implant était également apodisé et convolué. Donc, voilà le schéma à l'échelle des marches, qui sont un petit peu en réalité arrondies par rapport à ce schéma. Et ici, on voit donc que quand on a une pupille très serrée à 2 mm, on a un maximum d'énergie pour la vision de loin toujours, ça c'est dans toutes les situations, mais c'est là qu'on observe le maximum de vision de près en énergie et aussi le maximum de vision intermédiaire. Et quand la pupille se dilate vers une ouverture qui peut aller jusqu'à, par exemple, ici 5 mm, on voit clairement que le pourcentage de lumière pour le foyer de loin augmente, voire quasiment double, en tout cas, subit une augmentation très significative, alors que, évidemment, les foyers de près et les foyers intermédiaires perdent en énergie, et c'est cette énergie qui est récupérée pour la vision de loin. Et c'était cette combinaison de l'apodisation, de la convolution et d'un design optique qui était, encore une fois, intelligent parce qu'il était basé sur des technologies qu'on connaissait déjà, qui étaient les technologies de diffraction, avec des marches qui
s'emboîtaient bien les unes dans les autres puisque les additions étaient elles-mêmes régulières, c'est-à-dire 3,50 pour le prêt, 1,75, donc la moitié pour l'intermédiaire, ont permis d'avoir une courbe en MTF qui était celle que l'on voulait, c'est-à-dire un foyer de loin ici, hein, vous voyez, donc pour 3 ouvertures pupillaires, qui, quand la pupille est grande, reçoit qui permet un meilleur contraste ici que quand la pupille est plus petite. Et inversement, quand la pupille se contracte, donc on va vers la courbe rouge, on a un peu moins de contraste en vision de loin, mais on en a plus en vision intermédiaire et de près. Vous voyez ce pic au milieu, là, c'est ce qui fait la spécificité d'un implant trifocal. Alors, les questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça suffit parce qu'il est quand même pas très haut ce pic? Ça suffit largement en pratique parce que ce qu'on regarde en vision intermédiaire, ce n'est pas des livres, c'est toujours des choses plus ou moins éclairées. Donc, les écrans d'ordinateur sont très lumineux, les tablettes, c'est lumineux, un téléphone portable comme ça, tenu un peu à bout de bras, c'est un peu lumineux aussi. Donc, ça permet d'assurer la vision intermédiaire. Et puis, pour les choses qu'on voit de près, qui sont souvent un peu moins éclairées, comme les livres, on peut utiliser tout à fait le foyer de près qui, ici, a un contraste qui, en clinique, en tout cas, suffit. Ce qu'il ne faut aussi pas perdre de vue, c'est qu'il n'y a pas de trou ici en clinique humaine. Il y en a in vitro sur les bancs optiques, mais vous n'en aurez pas en réalité chez un patient opéré parce que vous aurez en fait un lissage grâce aux aberrations optiques de l'œil qui fait que vous aurez une courbe qui va partir d'ici, qui va aller vers le foyer trifocal, qui va revenir vers le foyer de près, mais qui ne passera jamais par un zéro. Donc, il n'y a pas de trou entre le loin et l'intermédiaire, il n'y a pas de trou entre l'intermédiaire et les près. Il y a un continuum de vision utile pour le patient qui lui permet de, dans la meilleure des situations possibles, se passer complètement de lunettes dans sa vie quotidienne. Ici, c'était des petites animations qu'on avait fait à l'époque. Vous voyez, donc on a refait la même expérience que tout à l'heure. Vous voyez, il y a moins de halo maintenant, il y a plus de foyers nets. Tout ça, c'est des progrès technologiques qui sont faits au niveau de ces implants. Hein. Vous voyez, il y a 2 foyers. Il y a bien 3 foyers avec un implant trifocal. Alors, quand on fait aussi des mesures sur des mires, on voit très bien qu'avec un implant bifocal comme le Restore, on a vision de loin, vision de près, mais on n'a pas de vision intermédiaire du tout. Avec un implant à vision intermédiaire, on voit, c'est moins contrasté que le loin, mais les gens en vision intermédiaire veulent voir des affichages en général électroniques et ne sont pas en quête de contraste comme ils peuvent l'être pour la vision de loin notamment. Ça, c'est pour une plus grande pupille. Vous voyez, le près et le loin, le près et l'intermédiaire diminuent un tout petit peu en contraste et le loin augmente. Donc évidemment, tout ça, c'est de la théorie, mais c'est important pour bien comprendre comment ces implants fonctionnent. Mais rien remplace bien sûr la clinique et les premières études qui sont sorties donc, après 2011 ont montré qu'il y avait vraiment, avec les implants donc, trifocaux, une courbe qui n'était plus avec un trou au milieu, comme on le voyait avec les implants bifocaux, mais un plateau qui permettait aux patients de ne plus demander de lunettes pour la vision intermédiaire. Et pour autant, beaucoup d'études ont montré que la sévérité et l'intensité des halos n'est pas du tout plus prononcée avec les trifocaux qu'avec les bifocaux, voire au contraire, les implants trifocaux, puisqu'ils bénéficient, en tout cas pour le physiol, de l'apodisation et de technologies qui ont vraiment été pensées pour réduire au maximum les phénomènes photiques, sont plutôt moins pourvoyeurs de halos que les bifocaux de cette génération-là. Alors, il y a eu aussi un autre implant qui est sorti, bien sûr, d'un laboratoire très connu depuis, qui est un implant qui repose sur un concept, comme on vous a peut-être expliqué, de quadrafocalité et qui finalement finit en trifocal. Alors évidemment, vous avez le droit de penser que j'ai un biais puisque j'ai collaboré à la naissance de l'implant trifocal physiol, mais je vais vous expliquer comment fonctionne le panoptique parce que c'est intéressant et ça vous permettra de voir si vous avez bien compris. On vous a expliqué que le panoptique, c'est un implant qui avait une vision plutôt à 60 cm qu'à 70 cm. Pourquoi? Parce que l'implant, en fait, c'est aussi, on peut le comprendre, mais Alcon ne l'expliquera pas comme ça, mais quand on étudie les marches, c'est un peu comme le physiol, c'est l'addition de 2 réseaux, mais comme le brevet physiol couvrait l'addition des réseaux où les marches s'emboîtaient, parce qu'à l'époque, quand on a fait l'implant, on n'a pas imaginé qu'un concepteur puisse faire des implants dont les marches ne s'emboîtent pas bien. On aurait dû, parce que ça s'est finalement fait. Alcon a fait un implant qui a une addition de près de 3,25, donc quasiment la même que le physiol, un tout petit peu moins, mais une addition intermédiaire de pas la moitié, parce qu'ils ne pouvaient pas le faire. Donc, ils ont mis un peu plus fort. Mais vous voyez, comme la hauteur, comme la largeur des marches est proportionnelle à l'addition,
2 et 3, ça ne s'emboîte pas comme 1,50 et 3 ou comme 1,75 et 3,50. C'est pour ça que l'implant, en fait, a ce côté un petit peu tourmenté quand on fait l'addition des marches avec un profil très tourmenté, parce que c'est un profil qui ne tombe pas juste quand on l'additionne, qui effectivement aboutit à générer des foyers supplémentaires et qui effectivement se comporte parfois comme presque un bifocal pour les petites pupilles, avec un foyer, vous voyez, intermédiaire qui est décalé vers le foyer de près. Ce qui, encore une fois, et je vous dis ça vraiment en toute franchise, paraissait pas logique à l'époque où, quand on travaillait sur le premier trifocal, on se disait on va pas mettre un implant près du foyer de près, ça sert à rien, on va le mettre plutôt le plus possible en vision intermédiaire pour justement favoriser le continuum entre le loin et le près, pour pas qu'il y ait de trou à 80 cm si vous voulez. Ça paraissait logique si vous faites un pont de mettre 3 piliers écartés de la même distance, en tout cas en vergence. Voilà. Alors, il est possible que Alcon ait été obligé de faire ce design pour pas tomber dans le brevet Physiol. Voilà. Et encore une fois, en clinique, à partir du moment où on a un foyer intermédiaire, la courbe de défocus des acuités visuelles ne montre plus un creux, mais un plateau pour la vision intermédiaire. Donc, c'est ça qui est vraiment recherché. Alors, depuis l'implant torique est sorti, donc je vais en dire un petit mot. Donc, j'en ai déjà dit un petit mot tout à l'heure. Alors, c'est quoi cette image? Vous allez me dire qu'est-ce que c'est que cette courbe? En fait, c'est simple. Il suffit d'imaginer un implant torique coupé sur le méridien qui donne le moins de puissance, donc le méridien que vous allez aligner avec le méridien cambré de la cornée. Et c'est ici, voilà cet axe, donc ici avec la puissance du méridien, donc le plus cambré, avec en décalé le foyer intermédiaire et le foyer de près. Et puis sur l'autre méridien, où il y a plus de puissance sur l'implant, donc la différence ici, c'est le cylindre de l'implant entre les deux foyers de loin, vous voyez. Il y a la répétition, bien sûr, du foyer intermédiaire ici et du foyer de près. Donc ça, c'est un peu compliqué, mais en pratique, ça fonctionne très bien. Voilà les différences entre les deux implants. Donc très similaire pour tout ce qui est trifocalité, design de l'optique, design des haptiques. Alors les haptiques, je n'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est un concept aussi qui est novateur, puisque c'est un concept symétrique que un Français aussi, le docteur Chassin, a développé avec Physiol, qui est très malin parce qu'il était justement pensé pour les implants toriques et pour les implants qu'on veut stabiliser, puisqu'il n'y a pas d'incitation pour l'implant à tourner dans un sens, puisqu'il est tout de suite bloqué dans l'autre sens par l'autre haptique, et que ça permet de bien stabiliser en favorisant 4 points d'appui les implants comme les implants toriques. Donc ce design, il a été repris, travaillé au fil des années aussi pour assurer encore une meilleure stabilité pour les implants toriques. Et vous voyez, vous avez la possibilité de corriger avec ce design. Donc, des puissances de cylindre comprises entre 1 et 6 dioptries. Et avec ça, franchement, on couvre 95% des cylindres cornéens. Au-delà de 6 dioptries, ce n'est peut-être pas la peine d'envisager une implantation trifocale. Mais vous aurez la possibilité, comme ça, chez les patients qui ont des astigmatismes cornéens réguliers, de corriger non seulement l'astigmatisme pour la vision de loin, mais également la vision intermédiaire et la vision de près. Donc, l'implant avec ses haptiques a été testé aussi dans des systèmes de sac compressibles et vous voyez que la compression du sac ne modifie pas, grâce à ce design un peu aussi des haptiques qui peuvent avoir une petite élasticité en transverse, favoriser vraiment, on le voit intuitivement sur les images, hein, ça parle tout seul, la stabilité de l'implant. Donc c'est vrai que moi j'aime cet implant en version monofocale aussi, c'est l'Ancoris, parce qu'il est très stable et je trouve moins optimaux les toriques qui sont en fait des multifocaux sur lesquels on a mis une optique torique, mais dont les haptiques n'étaient pas conçus pour que les implants arrêtent de tourner, puisque avec un monofocal, on s'en fiche un peu. Et là, on ne s'en fiche pas du tout. Donc le torique, on le place dans un injecteur. Moi, je le fais sous microscope, ici. Donc ça, c'est le pod FT. Donc vous le mettez dans la cartouche et puis vous l'encliquez. Voilà, c'est pas très compliqué. Et puis ensuite, vous allez pouvoir, une fois que c'est fait, vérifier quand vous avez cliqué la cartouche que l'implant il est bien engagé, enfin il est bien positionné, replié sur lui-même. Et puis ensuite, vous engagez avec le poussoir et vous pourrez comme ça injecter l'implant facilement à travers une petite incision. Moi, j'utilise du 2,2, mais ça doit passer en un tout petit peu moins. Hein. Voilà l'implant en microscope. On voit les 3 petits points ici, vous voyez, pour l'alignement, donc avec le méridien cambré.
et les anneaux de diffraction. Et on voit, hein, on devine hein, qu'il y a une marche plus ou moins haute toutes les deux marches. Hein. On voit bien que c'est pas une, enfin, on ne le voit pas du tout parce que c'est flou. Je suis désolé, mais on le voit. Enfin, vous le verrez vous-même, comme ça vous intéressera. Et puis là, il a injecté l'implant dans l'œil. Donc, on met d'abord les aptiques dans le sac, ensuite on pousse et on met ensuite l'implant totalement dans le sac. Comme c'est un torique, il y a des chirurgiens qui aiment bien le prépositionner avant de le placer. Mais c'est un implant qu'on peut tourner très facilement aussi avant de le stabiliser. Et une fois qu'il est placé, il est vraiment stable. Et c'est pas des blagues, ça marche vraiment ce concept. Vous voyez, quand on retire le visqueux, on voit que l'implant ne bouge pas du tout. Et ça, c'est très appréciable parce que c'est rien de plus agaçant que de devoir repositionner un implant. Et il est vraiment très important de bien stabiliser ces implants quand on veut en plus donner de la multifocalité, parce que s'il y a de l'astigmatisme résiduel, ça va gâcher votre effet sur les 3 foyers. Donc, il y a des implants toriques en ligne. Il y a des articles qui ont été faits par l'équipe du professeur Koch aux États-Unis et des nomogrammes, dont celui du docteur Aboulafia aussi, qui permettent comme ça d'avoir en ligne un nomogramme et un calculateur qui est classique. Hein, vous rentrez les kératométries, la puissance de l'implant grâce au calcul donc, pour lesquels on sait que vous visez en général les métropies. Et puis, vous avez la longueur axiale, bien sûr. Vous pouvez rentrer la chambre antérieure, la constante de l'implant. Et c'est parti, vous aurez voilà, votre implant. Bon, je vais peut-être m'arrêter là. Et puis, si vous avez des questions, je ne sais pas maintenant ou tout à l'heure, on les prendra. À moins que Sébastien veuille reprendre la parole pour dire quelque chose. On répondra aux questions à la fin des 2 présentations, si c'est OK pour toi. Donc, on aura une petite session donc, de questions après la présentation du professeur Bilbao. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous êtes toujours là. Si, ils ne sont pas partis. Donc, tout le monde est toujours là. Donc, ça va. Merci beaucoup. Très intéressant toujours de revoir cette présentation. On apprend toujours chaque fois qu'on la voit. Merci beaucoup, Damien. Ah si, je vois l'image qui bouge maintenant. Je vois Rafa. Ah, Rafa est là. Alors, je vais arrêter mon partage d'écran. Oui. Excusez-moi, j'aurais dû commencer par ça. Pas de souci. Voilà. C'est bon. Normalement, j'ai arrêté le partage d'écran. Parfait, Damien, c'est parfait. Rafa? J'entends pas. Oui. Je crois que tu es en mute. Non, je ne vous entends plus. Oui, voilà. Bonsoir à tous. Merci Sébastien, merci Marine, merci beaucoup Mohamed et merci Damien pour votre invitation à participer à ce forum virtuel sur les lentilles intraoculaires de Physiol. Je n'ai pas trop l'habitude de faire des présentations en français, je vais essayer de le faire. Et j'espère que au moins vous allez pouvoir me comprendre. Je voudrais vous présenter les résultats initiaux avec un nouvel type d'implant, c'est l'implant Isopure. Voici mes financial disclosures. Je suis consulteur pour Physiol, mais je n'ai aucun intérêt sur aucun des produits mentionnés dans la présentation. Je voudrais tout d'abord remercier mon équipe d'optométristes, Alba Fernandez, Gloria Bosque et surtout Victor Tejerina, qui m'ont beaucoup aidé à la réalisation des études initiaux avec Isopure. Vous rappelez simplement que la base de la LIO Isopure est basée sur la plateforme Micropure, avec laquelle nous avons une très large expérience à la Clínica Baviera en Espagne, avec de très bons résultats visuels, réfractifs, anatomiques et une assez basse incidence d'OCP. Vous rappelez que c'est une lentille préchargée avec le système 1, 2, 3 et la technologie PRS. Vous rappelez que le matériel de l'Isopure est un matériel hydrophobe glistening free avec plusieurs publications qui le confirment, et c'est un matériel breveté par Physiol. Une toute petite introduction pour vous rappeler que sur mon expérience ou après mon expérience, actuellement, les lentilles diffractives trifocales sont le gold standard dans la correction cristalline de la presbytie, parce que ce sont les lentilles qui ont
les meilleurs résultats du point de vue d'indépendance de lunettes. Cependant, elles ont plusieurs limitations que vous connaissez. Il y a certaines contre-indications anatomiques et parfois des effets visuels qui sont indésirables et inacceptables pour certains patients et qui ne sont pas recommandés pour certaines activités. Parfois, l'implantation a des limites logistiques et économiques pour son utilisation. D'autre part, ou à cause de ces limitations des lentilles trifocales, il y a approximativement cette année, les lentilles appelées EDOF ont commencé à apparaître dans le market européen, mais je voudrais vous éclairer que c'est un terme qui est confus et souvent controversé. Tout d'abord parce que la première lentille nommée EDOF est vraiment une lentille diffractive bifocale à faible addition. Et comme vous savez, les optiques des lentilles diffractives et réfractives génèrent plus d'un foyer unique. Ce n'est pas simplement un seul point focal. Et du point de vue de mon expérience, les vraies lentilles EDOF devraient réussir à allonger la focalisation de la vision de loin vers la vision intermédiaire en ne générant pas de focus. Elles devraient éviter le chevauchement des images éloignées et proches qui sont typiques des optiques multifocales et éliminer ainsi l'effet de halo correspondant aux foyers qui ne sont pas focalisés. Le but d'une lentille EDOF serait de fournir une excellente vision lointaine et intermédiaire, mais qui serait et qui doit être incomplète pour la vision prochaine. L'élargissement de la profondité de foyer a cependant l'inconvénient d'une certaine perte de qualité dans l'image rétinienne de la vision lointaine et qui pourrait à son tour limiter sa performance. Pour ça, les lentilles EDOF, il y a dans le marché plusieurs types et plusieurs classifications parce qu'elles ont des stratégies optiques complètement différentes entre elles et des performances qui sont complètement différentes entre elles. Pour simplifier un peu et avoir une vision générale des lentilles de technologie EDOF ou appelées EDOF, les 4 technologies avec lesquelles fonctionnent les lentilles EDOF sont des lentilles diffractives à faible addition, des lentilles réfractives zonales. Ces 2 types de lentilles EDOF, j'aime plutôt les appeler des lentilles hybrides EDOF multifocales avec cette technologie optique, alors que les lentilles qui seraient vraiment des lentilles EDOF sont des lentilles monofocales avec une petite ouverture ou des lentilles EDOF monofocales avec des aberrations, avec des modifications de l'aberration sphérique de la lentille monofocale. Ces 2 derniers groupes ou ces 2 derniers types seraient vraiment des lentilles EDOF. Et la lentille isopure fonctionne du point de vue optique théoriquement avec une modification de l'aberration sphérique. L'aberration sphérique qui est générée sur la surface de la lentille fait que les rayons centraux et périphériques ne convergent pas dans un seul point. Et la succession de points de convergence fait étendre les points focaux et fournit la profondeur de champ. L'isopure aboutit à avoir une plage de vision étendue parce qu'elle présente sur la totalité de son optique une surface polynomiale complexe qui est brevetée par Fiziol et le professeur Susana Marcos, qui aboutit à étendre, à augmenter la profondeur de champ par rapport à la lentille monofocale micropure qui est le prédécesseur de cette lentille isopure. En plus, la carte de l'aberration sphérique qui est personnalisée, elle est personnalisée par puissance dioptrique. Et en fait, Isopure a été conçu pour, pour offrir une aberration sphérique négative qui est plus élevée dans les yeux qui sont plus courts et hypermétropes qui, en général, ont une aberration sphérique cornéenne qui est plus positive. Et comme vous savez, il y a une certaine relation entre l'aberration sphérique, la profondeur du focus ou du champ focal et le contraste. Et en fait, en modifiant l'aberration sphérique, on arrive à élargir la profondeur de champ, mais aussi à une certaine perte du contraste qui peut arriver à diminuer
la qualité de l'image lointaine. Et le succès de cette lentille isopure a été celui de trouver un très bon équilibre entre le gain en profondeur de champ et la perte en qualité d'image qui est tellement importante avec ce type d'implant. Pour vous rappeler très simplement les mesures et les études qui ont été faites sur banco optique avant de faire apparaître la lentille, ces études ont été faites dans deux modèles, l'ISO 2 qui suit un modèle très semblable à la cornée physiologique avec une aberration sphérique sur la cornée, et l'ISO 1 sans aberrations sphériques ajoutées à la cornée. On a trouvé que la lentille isopure face à le modèle monofocal a un gain en head-off qui est presque pupille indépendant. Et ça, c'est très important parce que la lentille arrive à avoir un gain de profondeur autant avec les pupilles qui sont petites qu'en mydriase lors d'une vision avec moins d'illumination. Et comme résumé, on pourrait vous dire que la lentille isopure a une perte simplement d'un 12% sur la qualité de l'image face à la lentille micropure en vision lointaine, alors qu'elle a un gain de 48% sur la profondeur de champ. Et cela aboutit lorsqu'on fait l'étude avec le modèle ISO 1 et sur les cartes de l'USAF, à que en comparant les deux lentilles, l'isopure et le micropure monofocal, de loin, l'image elle est très semblable pour les deux lentilles, et alors que la lentille monofocale perd rapidement la qualité de l'image en approchant le foyer, pour l'isopure, cela n'est pas le cas et elle maintient une très bonne qualité d'image en vision intermédiaire. Vous présenterai très rapidement l'expérience clinique que nous avons commencé avec isopure. On a décidé de faire avec Physiol une étude prospective en faisant une chirurgie de cataracte avec un implant d'isopure. Les yeux étaient calculés pour hémétropie et lorsqu'un implant était bilatéral, parfois on faisait une légère myopie dans un des yeux. C'était des patients qui n'avaient aucun problème oculaire et un cylindre kératométrique préopératoire de moins d'une dioptrie et demie. Voici un très court clip de vidéo du premier implant qu'on a fait dans le monde et dont je voudrais remercier Physiol par leur confiance. En fin du mois de juillet 2019, vous voyez, c'est un patient avec une cataracte dense. L'implantation de la lentille est extrêmement facile. C'est une lentille qui est très noble du point de vue de l'implantation et qui rentre très bien, très facile à manœuvrer à l'intérieur de l'œil et qui, avec le système préchargé, facilite les choses et donne encore plus de sûreté au processus chirurgical. Voici les photographies du même patient quelques semaines après et mois après l'opération. Les résultats démographiques de cette étude sont les typiques d'une étude avec des patients avec des cataractes. On a abouti à étudier 33 yeux de 19 patients avec plus de 6 mois de suivi. La puissance moyenne de la lentille, c'est 21 dioptries. L'âge, c'est 70 ans. Le but réfractif était l'hémétropie ou une faible myopie, comme je vous ai dit avant. Et nous avons arrivé à ne pas induire de cylindre post-opératoire puisqu'il a été réduit dans le post-opératoire. Voilà la carte des résultats visuels préopératoires et post-opératoires. Du point de vue de la vision monoculaire en distance, non corrigée, l'acuité visuelle moyenne est de 0,84, alors que corrigée, elle arrive, en corrigeant la petite myopie moyenne, on arrive à 0,95. En vision intermédiaire monoculaire, celle qu'on utilise avec le PC dans le bureau ou à la maison, celui que je suis en train d'utiliser maintenant, la vision monoculaire est 0,6 et corrigée 0,64 en décimale. Et à 66 cm, celle qu'on utilise pour le tablette, pour le iPad, elle est un tout petit peu inférieure, mais arrive à avoir des valeurs qui sont autour de 0,5
en monoculaire, 0,55 monoculaire, suffisant, comme disait Damien avant, pour un autre type d'implant, pour avoir une vision suffisante, surtout avec une bonne rétroillumination. En résumé, pour la vision monoculaire, on arrive à avoir de très bonnes acuités visuelles en distance et intermédiaire et en vision prochaine qui arrive plus ou moins à 0,5. Pour les visions intermédiaires, la qualité et l'acuité visuelle arrivent à s'améliorer. En distance, on arrive à avoir l'unité 0,8 à 80 cm et 0,8 presque aussi à 66 cm. Vous voyez dans ce graphique ici. En résumé, nous avons d'excellents résultats en acuité visuelle distante, assez bon en acuité visuelle intermédiaire et une acuité visuelle prochaine qui est très raisonnable. Par rapport aux courbes de focalisation, vous voyez une courbe qui est beaucoup plus élargie en comparaison avec les courbes de lentilles monoculaires autour ayant une vision par-dessus 0,63 dans un rang de vision qui va de l'infini jusqu'à 60-65 cm. Et par rapport à la sensibilité du contraste, les résultats obtenus sont à peu près les mêmes qu'avec une lentille monoculaire asphérique traditionnelle. On a aussi évalué la qualité de vie et la qualité des effets adverses grâce à deux types de questionnaires sur ces patients implantés bilatéralement. Le RQL42, on a étudié la présence d'halo et de glaire et 90% des patients n'avaient aucun halo et les patients qui avaient halo n'étaient pas du tout disturbants pour eux ou dérangeants pour eux. Et par rapport au glaire, il y avait aussi 90% qui n'avaient aucun glaire et le 9% des patients qui avaient un glaire n'avaient pas un problème qui était sérieux ou cliniquement relevant pour eux. Par rapport à l'indépendance de lunettes, on a suivi le modèle du questionnaire PRISC et 90% des patients n'ont pas besoin de lunettes pour voir de loin et à la distance intermédiaire. Et plus de la moitié des patients sont capables d'œuvrer confortablement sans lunettes de vision en près, tout le temps ou la plupart du temps. Et tout ça sans ayant aucun type de problème d'halo ou de glaire, comme je vous ai dit avant. C'est-à-dire qu'en résumé, l'Isopure est une lentille monofocale premium qui est adaptée aux patients qui veulent être opérés de cataracte ou de chirurgie réfractive de cristallin transparent avec une amétropie et qui est conçue pour fournir une vision intermédiaire fonctionnelle avec une excellente vision lointaine sans compromettre cette qualité de vision. C'est très important que la gestion du patient est simplifiée parce qu'on ne doit pas discuter tellement qu'avec les lentilles multifocales sur les effets adverses, sur la perte de contraste, sur le besoin d'avoir une extrême quantité de lumière pour le fonctionnement des patients. Et ce sont des patients qui sont actifs et qui veulent avoir une bonne qualité de vision lointaine, intermédiaire, sans avoir besoin de lunettes et qui n'acceptent pas ou qui, ayant des problèmes anatomiques, ne peuvent pas être implantés avec une lentille diffractive trifocale. Comme je vous ai dit, le management des patients est simplifié. On cherche à avoir une réfraction dans les implants monoculaires de l'hémétropie. Dans les implants binoculaires, je vous anime à faire une légère mini-monovision dans un des yeux avec 0,5 de myopie dans un des yeux qui aboutit à améliorer les résultats. Et si vous voudrez me demander des contre-indications, je n'utiliserai pas cet implant sur des cornées qui ont une aberration sphérique négative assez haute préopératoirement, c'est-à-dire des patients qui ont un kératocone ou ont été préalablement traités de presbylacique ou de lacique hypermétropique. Pour le moment, il n'y a pas de modèle torique, mais probablement dans un futur prochain, on arrivera à l'avoir. Alors, l'astigmatisme ne serait pas une contre-indication. Et d'autre part, je penserais que
certains patients avec des problèmes sérieux dans la rétine ou dans le nerf optique probablement n'auraient aucun bénéfice face à une lentille monoculaire asphérique s'ils ont un problème oculaire, comme je vous dis, dans la rétine ou dans le nerf optique qui soit signifiant ou très grave. En conclusion, la nouvelle lentille Isopure offre une vision de loin de très bonne qualité associée à une amélioration de la vision intermédiaire grâce à son effet d'extension de foyer sans induire de phénomènes photiques défavorables. Par rapport à la lentille précurseur monofocale asphérique, c'est ce qui vraiment nous intéresse. On obtient des visions lointaines qui sont similaires, des courbes de sensibilité de contraste mésopique et photopique qui sont similaires, avec une très nette amélioration de la courbe de focalisation et une meilleure tolérance à la métropie résiduelle que l'implant monofocal asphérique conventionnel. Une stratégie de mini-monovision résiduelle dans un des yeux améliore la vision binoculaire intermédiaire sans affecter de manière significative celle de près et de loin. Et nous avons un très bon niveau de satisfaction et raisonnable d'indépendance de lunettes des patients qu'on a implantés pour le moment. Il pourrait être utilisé dans les yeux présentant certaines pathologies oculaires considérées comme des contre-indications pour l'implantation des lentilles multifocales classiques, diffractives ou réfractives. Et c'est une lentille monofocale de foyer étendu pour une chirurgie de cataracte standard, je voudrais vous dire, parce qu'elle augmente la profondeur de vision sans besoin de correction optique en améliorant la dépendance des lunettes des patients. Merci beaucoup pour votre attention et excusez-moi de mon français. Non, merci beaucoup, professeur Bilbao. Un français parfait. Franchement, félicitations. Comme on sait que ce n'est pas votre langue maternelle, bravo, franchement, c'est une belle présentation. Voilà, je propose que l'audience peut-être nous envoie ces questions, qu'on puisse y répondre. J'en ai déjà reçu une ici, pour le docteur Gatinel. Alors, nous avons une question du docteur Impalara David de la clinique COS à Colombier, qui est: bonsoir, quelle formule en biométrie vous utilisez d'habitude pour le micro-F? Et vous êtes équipé de quelle plateforme biométrique êtes-vous équipé? Et auriez-vous des astuces à conseiller pour des post-chirurgie réfractive, des patients qui ont reçu une chirurgie réfractive? Alors, pour la première question, donc concernant la formule et le biomètre, en fait, le biomètre, j'utilise le YoLmaster 700 et l'Antérion aussi de Heidelberg, qui est une nouvelle machine, c'est un OCT haute résolution par Swep Source, donc qui permet de faire aussi un travail de biométrie et de calcul d'implant. Et les formules, ça dépend de la caractéristique donc, et du contexte. Pour les longueurs axiales notamment, vous savez, il y a des formules qui sont en général préférables pour les yeux longs, d'autres préférables pour les yeux courts. Et moi, je ne sors pas de ces recommandations classiques. Je dois vous dire qu'on travaille avec mon équipe sur une formule de calcul spécifique pour le fan vision qui devrait sortir bientôt. Là, on est en train de rédiger l'article et on l'a fait sur des milliers d'implantations. Mais en l'état actuel des choses, c'est classique. Hein, les SRKT pour les yeux normaux et longs, les formules plutôt Hofer ou Aegis pour les yeux un peu plus courts, les formules Barrett pour à peu près tous les yeux, et puis les formules d'intelligence artificielle aussi sur lesquelles on travaille peuvent aussi peut-être être intéressantes dans le futur. Après, pour les yeux opérés de chirurgie réfractive, les recommandations, c'est toujours aussi la même chose. D'abord, un œil opéré de chirurgie réfractive, il faut toujours faire attention à vérifier qu'il soit bien compatible avec la possibilité d'une implantation multifocale, notamment au niveau de la régularité cornéenne. Donc avec les LASIK récents et les qualités optiques qu'on obtient maintenant depuis à peu près 5-10 ans, on peut envisager une implantation assez sereinement. Mais chez les patients qui ont été opérés il y a un peu plus de 10 ans avec des lasers excimer ou des lasers d'ancienne génération qui étaient moins précis, on a souvent des petites zones décentrées, beaucoup d'aberrations optiques de haut degré. Et dans ces cas-là, comme Rafa vous l'a expliqué, c'est peut-être préférable de partir sur des implants non pas trifocaux, mais des implants à profondeur de champ élargie, par exemple, comme
l'isopure. Donc, c'est là qu'il faut se méfier. Mais si jamais c'est un œil qui a une qualité optique correcte avec une bonne topographie, là, l'astuce, c'est d'utiliser vraiment des formules qui tiennent compte de l'antécédent de chirurgie réfractive. Donc, il y a des formules un peu anciennes, même comme la formule de Egis, qui marche bien, les formules de Barrett, et puis les formules aussi qui, encore une fois, utilisent des paramètres pas trop liés à la carotinométrie pour prédire la position de l'implant. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Oui, parfait. Alors, professeur Bilbao, vous qui avez une grosse expertise avec le micro-F, justement, avez-vous des commentaires par rapport à ce choix de formule ou des tips and tricks concernant la biométrie également? Oui, rien à ajouter à ce que Damien vous a très bien exposé. Nous avons fait une étude de personnalisation de la constante micro-F parce qu'on a une très, très grande expérience. Et en utilisant le EOLMaster 500, on a abouti à une constante A de 119,03. En utilisant cette constante personnalisée et en utilisant les formules habituelles en dépendant des caractéristiques anatomiques de l'œil, comme Damien vous a expliqué, on arrive à avoir une excellente prédictibilité réfractive. Si vous voulez vous simplifier ou vous n'êtes pas extrêmement attiré par les études de formules mathématiques, je vous dirais qu'aujourd'hui, les formules de quatrième génération ou des formules qui sont maintenant en ligne, comme celle de Barrett 2, l'universel de Barrett 2 ou la formule de Kin, sont d'excellentes formules auxquelles on peut accéder très facilement et avec des résultats réfractifs qui sont excellents pour la plupart des cas. Oui. Merci. Alors, une petite question concernant l'isopure, professeur Bilbao. Pourquoi existe-t-il une contre-indication pour des patients post-chirurgie réfractive hypermétropique? Bon, je pense probablement ce n'est pas une contre-indication absolue, mais un patient avec un traitement LASIK hypermétropique va avoir une cornée avec une aberration sphérique très négative à cause du traitement primaire pour l'hypermétropie. La lentille isopure augmente ou a une aberration sphérique négative aussi, qui, si la puissance de la lentille est assez haute, va être d'une grande quantité et on risque d'avoir un foyer très étendu, mais avec une qualité de vision qui probablement n'est pas l'espérer. Alors, j'éviterai de l'utiliser. Par contre, je vous dirais que j'ai utilisé dans plusieurs patients la lentille isopure avec des patients qui ont été préalablement opérés au LASIK myopique ou en PRK myopique et qui ont une aberration sphérique assez positive dans leur cornée. Et les résultats ont été spécialement bons. Je ne sais pas si l'addition de l'aberration sphérique positive de la cornée du patient avec l'aberration sphérique négative de la lentille ou le fait que ce soit de surface optique avec une différence d'aberration sphérique ont fait que ce sont des patients qui marchent spécialement bien et qui ont abouti à avoir une indépendance de lunettes assez importante. Donc, je suis très content avec les patients préalablement opérés de myopie et qui ont, comme disait Damien avant, une cornée qui est régulière et qui a une bonne condition, mais je ne l'utiliserai pas avec des patients qui ont été opérés de LASIK hypermétropique. C'est parfait parce que vous avez répondu même à la deuxième question, justement pour la chirurgie réfractive, enfin, les patients qui ont reçu une chirurgie réfractive myopique du docteur Matthijs. Donc, c'est parfait. Et alors, il nous demande également, le docteur Matthijs de Belgique, et aussi après une RK, est-ce qu'il est possible d'implanter un isopure, pensez-vous? Possible, c'est possible, mais des patients qui ont été opérés avec le RK, il faut être extrêmement cautious. Je ne me rappelle pas du mot en français, extrêmement prudent. Voilà, prudent, extrêmement prudent.
Il faut considérer beaucoup de choses. Il faut considérer la stabilité de la cornée du patient. Il faut considérer beaucoup la zone optique. J'essaie d'utiliser dans ces patients des lentilles qui ont des optiques le plus simple possible. Et de préférence, j'aime beaucoup utiliser dans ces patients des lentilles lissé 8, des lentilles avec un effet sténopéique, parce qu'ils peuvent arriver à améliorer la qualité de la vision. Souvent, les patients préalablement opérés à la kératotomie radiale ont une qualité d'aberration dans leur cornée qui n'est pas très bonne. Si ce n'est pas le cas, si c'est une kératotomie radiale avec 4 incisions et une stabilité et une certaine régularité de la cornée centrale, on pourrait utiliser, je pense, une lentille isopure, mais il faut faire très, très attention et être très prudent avec ces patients. Je ne sais pas si tu penses ou tu as la même expérience, Damien. Ah oui, complètement. D'abord, déjà, le calcul d'un plan, c'est encore un peu plus difficile. C'est les cas les plus difficiles, plus que les LASIK, etc. Il y a beaucoup d'irrégularités au niveau de la cornée par les incisions. Donc là, on est vraiment plutôt face à une indication de monofocale simple. Et comme tu l'as très bien expliqué, en plus, il y a des aberrations déjà et de la profondeur de champ. Donc, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Et moi, je vise chez les patients une petite myopie. Et dans l'idéal, je tombe à peu près dessus. Et j'explique bien qu'en plus, il y a un gros risque d'erreur réfractive. Parce que la kératotomie radiaire, il n'y a pas de formule aujourd'hui vraiment très efficace pour être vraiment prédictible. Donc, pour toutes ces raisons, il faut mettre plutôt des monofocaux et expliquer au patient qu'on va essayer de lui donner la meilleure vision possible en fonction de ce qu'il veut, mais qu'il y a une petite marge autour. Et dans le meilleur des cas, des fois, on se débrouille assez bien. Il y a des patients qui arrivent à récupérer une vision de loin et puis grâce à la profondeur de champ, des aberrations, une vision intermédiaire correcte. Oui, c'est mon expérience aussi. Ouais. Merci. Alors, pour faire une mini monovision, vous l'avez peut-être dit, mais combien de myopisation, quelle est la grandeur de myopique que vous mettez dans l'œil, dans chaque œil? Est-ce que vous avez une préférence par rapport à l'œil dominant ou l'œil dominé? Avec l'isopure, nous avons tout au début visé à moins 0,75. Maintenant, je vous dirais que hémétropie dans un œil et moins 0,5 dans l'autre œil. C'est mon target, mon objectif. La différence réfractive entre les deux yeux est tellement peu importante qu'en fait, il n'y a pas énormément d'importance. Normalement, dans la monovision, si le candidat est un candidat bon pour faire monovision, c'est exactement la même chose, laisser l'œil dominant pour le loin ou pour le près, étant un bon candidat pour la monovision. L'avantage des isopures, c'est qu'il ne faut pas, on n'a pas les désavantages qu'à la monovision. Et dont je vous parle, c'est un minimal résiduel d'une demi-dioptrie qui n'a presque aucun effet négatif dans la vision de loin, mais qui augmente, comme on a vu dans les résultats de l'étude, la vision binoculaire et élargit la défocus curve, la courbe de défocalisation. Concernant le laser YAG, donc on connaît tous pour une opacité de la capsule postérieure. Dans le cas du Fine Vision, est-ce que ça pourrait déstabiliser la lentille, selon vous? Non, il n'y a pas de risque du tout, pas plus qu'avec une autre lentille. En fait, non, il n'y a pas de risque. Non. D'accord. Si une personne qui a déjà dans son œil une lentille Fine Vision et qui développe avec le temps un trou maculaire, est-ce qu'il vaut mieux pas, dans ce cas, changer l'implant et le remplacer par une lentille monofocale, ou peut-on garder le Fine Vision? Non, je pense qu'on peut vraiment garder le Fine Vision. Parce qu'en fait, quand on y réfléchit bien, les patients qui ont des problèmes maculaires, c'est le problème maculaire qui est la limitation à la vision, ce n'est pas l'implant. Il y a peut-être quelques cas où c'est comme ça, mais enfin, s'il y a un trou maculaire avec un problème visuel, que ce soit un trifocal, un monofocal, le pronostic, il est à la gestion du trou maculaire. Donc, j'ai changé aussi un peu d'avis.
les implants multifocaux, ils ont une mauvaise réputation chez les rétines fragiles. C'est vrai, bien sûr, et on ne recommande pas de les mettre chez les patients qui ont des DMLA ou des gros problèmes, mais en même temps, c'est faux parce que de toute façon, quel que soit l'implant, en général, la vision n'est pas bonne parce que c'est la rétine, le siège de la vision. Donc, c'est pas non plus une chose qui va changer énormément. Il y a eu beaucoup de choses là-dessus au début. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que les très bonnes indications des implants en général multifocaux premium, c'est quand les patients ont des vraies cataractes, parce qu'on parle souvent de pourcentage. Les fabricants de lentilles disent « moi je mets plus de loin, moi je mets plus de près ». Mais le patient, quand vous avez un patient devant vous, c'est un patient qui a une cataracte, et lui, son pourcentage, il est baissé par la cataracte à toutes les distances en général. Et quand ils ont des grosses cataractes, les patients, surtout avec des cavaliers, de la diffraction à cause de la cataracte, vous pouvez vraiment, si le patient est demandeur, aller en toute confiance vers un multifocal parce qu'il ne vous reprochera pas les halos, il ne vous reprochera pas éventuellement des effets photiques parce qu'il les jugera tellement réduits par rapport à sa cataracte. Et en plus, comme la cataracte, elle absorbe de la lumière, contrairement à un implant trifocal par exemple, le patient qui a une grosse cataracte, qui reçoit que, je sais pas, 50% de la lumière incidente, le reste c'est absorbé, réfléchi ou diffusé, il va avoir une augmentation nette de la lumière qui arrive sur sa rétine, donc il ne va pas se plaindre de la multifocalité du tout. À l'inverse, le cas limite qui est un peu à prendre avec des pincettes pour le trifocal peut-être, c'est le patient qui est myope, cristallin clair, moins 2 dioptries, qui voit très bien avec ses lunettes de loin et qui voit très bien avec ses lunettes de près, qui n'a aucun problème d'éblouissement, etc. Là, vous risquez, même si la rétine est parfaite, etc., ou pas parfaite, le patient il vous dira que c'était peut-être mieux quand il avait ses lunettes. Donc, c'est toujours aussi une histoire de patient à chaque fois. Et si vous avez la sensation que le cristallin, il est beaucoup moins performant qu'un implant trifocal et il ne s'en faut pas beaucoup d'opacité pour que ça arrive, et que la rétine est saine et qu'il n'y a pas d'autres problèmes et que le patient est demandeur d'une solution de réduction de sa dépendance aux lunettes, vous pouvez vraiment y aller en toute confiance. Parfait. Simplement ajouter à ce que a magnifiquement exposé Damien, que les chirurgiens de rétine n'ont aucun problème à opérer les rétines ou le trou maculaire ou quoi que ce soit avec un implant trifocal. Ils n'ont aucun problème, ni à faire des OCT, ni à faire des examens de rétine. Parfait. Je pense que c'est tout pour les questions. Je pense qu'on peut terminer le webinaire maintenant. Je vous remercie énormément, professeur Bilbao, pour votre support et cette magnifique présentation, ainsi que le professeur Damien Gattinel. Merci beaucoup, Damien, pour toutes ces belles explications. Je voudrais remercier également nos partenaires Promedix du Maroc et AfriqueMed de la Tunisie, et également Mohamed Zattar qui a poussé ce webinaire pour le Middle East. Donc, merci beaucoup à vous tous. Merci Damien, merci Rafa, merci également Marine pour le support. Et donc, je vous souhaite un excellent week-end et faites bien attention à vous en ces moments assez difficiles avec le Covid. Voilà, et à la prochaine fois. Merci beaucoup à vous. Merci Seb, merci. Tout le monde. Merci à tous et merci, à bientôt. Voilà. À bientôt sur Zoom. Ciao.